Madame, monsieur, merci d'être avec nous en ce dimanche. Voyons ce qui s'est passé chez nous et dans le reste du monde. Inondation à Ronquières, on devait vider le canal pour le nettoyer, mais suite à un problème technique, l'eau a franchi les portes de l'écluse. Nous rejoindrons Sacha Daoud sur place. Et si Lady Di avait été assassinée, la police britannique étudie la question. Un soldat pourrait avoir orchestré sa mort. Un paysage de cartes postales qui n'attire plus les touristes. L'Égypte et ses sites grandioses sont désertés. La crise politique pèse lourd sur le secteur du tourisme. Le chocolat belge est-il vraiment made in Belgium? En tout cas, il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée, alors tous les produits ne sont pas de bonne qualité. Et puis en football, club wallon cherche victoire désespérément. Mons s'enfonce dans le classement. Charleroi a marqué, mais sans s'imposer. Une image assez inattendue pour commencer, le plan incliné de Ronquières complètement sous eau. Alors rien à voir avec les faibles pluies tombées ces dernières heures, non. C'est une opération de dragage, de nettoyage, si vous préférez, qui a mal tourné. Sacha Daoud nous explique ce qui s'est passé. L'eau dégouline des murs et s'engouffre dans les locaux situés sous le plan incliné. La fuite, la voilà. C'est une porte de sécurité qui laisse filtrer ces trompes d'eau. Et ce qui provoque cet incident, ce sont des travaux d'entretien prévus de longue date au plan incliné de Ronquières. On a dû, pour les questions d'entretien de béton, vider le pont canal sur une zone de 350 mètres. Donc malgré toutes les précautions prises, on a eu une petite fuite au niveau des portes suite à la diminution de la pression hydrostatique qui tenait les portes étanches. Et la cuve qui doit retenir cette eau est bouchée, d'où les infiltrations jusque dans la salle des machines où il y a des appareils électriques, mais on nous assure que le risque serait très limité. On a installé rapidement des tôles ondulées pour éviter la tombée d'eau sur les armoires. Et dès que le bac sera mis en sécurité, on coupera le courant pour protéger toute l'installation. Le trafic maritime était interrompu à Ronquières depuis le 16 août pour réaliser ces fameux travaux d'entretien. Les bateaux devaient revenir ici le 26 août. Pas sûr que ce sera possible. Qu'au niveau du 26, ils vont faire tout pour respecter la navigation. Maintenant, vous dire si elle reprendra le 26, je ne suis pas apte à répondre à votre question. Et comme on connaît des chantiers de cette ampleur, nous aurons certainement peut-être un peu de retard. Il y a bien évidemment des dégâts à l'intérieur des bâtiments. On nous a assuré que dans quelques heures, l'eau ne s'écoulerait plus ici et qu'on pourrait alors commencer les opérations de nettoyage. Alors Sacha Daoud, cet incident a donc un impact important sur le trafic maritime, mais aussi sur le tourisme, car le plan incliné de Ronquières est très fréquenté, surtout pendant les vacances. Oui, et autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui il n'y a absolument personne. Impossible bien sûr de réaliser la moindre visite avec ces conditions de sécurité très précaires. Vous avez vu ces cabines électriques qui sont touchées par l'eau. Il est évident qu'on ne prendra pas le moindre risque puisqu'il y a ici ce qu'on appelle le parcours spectacle où il y a effectivement de l'électricité qui passe. Alors quand est-ce que les touristes pourront revenir ici? Ce n'est pas encore tout à fait clair, en tout cas pas pour la visite complète, car on nous dit que dès demain, certains pourraient déjà par exemple venir inspecter le bord du canal, l'endroit où on a effectué les opérations de dragage, l'endroit où donc le canal est a priori vidé. Cela attire toujours énormément de monde puisque ce n'était plus arrivé depuis près d'un demi-siècle. En attendant, toutes les autres parties resteront sans doute fermées au public pour quelques jours encore. On nous dit qu'on fera le maximum pour pouvoir tout remettre en place cette semaine encore. Cela paraît, c'est vrai, au vu des images que nous avons vues tout à l'heure, assez peu probable, car les quantités d'eau qui se sont infiltrées nous ont paru, à nous qui n'avions jamais vu un tel spectacle, eh bien ces quantités d'eau nous ont paru assez importantes. On doit vous dire qu'ici, c'est vrai, tout le monde a pris ça avec beaucoup de philosophie. Des fuites, il y en a régulièrement lorsqu'il faut, par exemple, entretenir ces fameuses portes étanches. On nous a aussi affirmé que ça n'était jamais arrivé dans ces proportions-là. Vous constatez que ça continue de couler, de grosses trompes d'eau qui continuent aussi de s'infiltrer dans les bureaux. Il n'est donc pas vraiment pensable que l'activité reprendra ici de manière tout à fait normale avant plusieurs jours, même si on nous a assuré que ce soir, ce qui tombe derrière moi s'arrêtera de couler parce que le canal sera totalement vidé. Sacha Daoud, notre journaliste qui s'est mouillé, merci à vous. Autre grand titre de l'actualité, l'enquête sur la mort de la princesse Diana pourrait rebondir. La police britannique travaille sur de nouvelles pistes. L'ex-épouse du prince Charles aurait peut-être été assassinée par un membre de l'armée. Esmeralda Labi nous en dit plus. Ce sont les dernières images de la princesse Diana, encore en vie. Des images de caméras de surveillance installées dans l'hôtel parisien que la princesse occupait avec son ami Dodi Al Fayed.
Quelques minutes plus tard, la grosse berline conduite par le chauffeur du couple et poursuivie par des paparazzis s'encastrait sous le pont de l'Alma. C'était le 31 août 1997. Seul le garde du corps survivra à l'accident. Un accident qui bouleversera des milliers de personnes, en attestent ces fleurs déposées devant le palais de Buckingham Palace. À peine enterrées, les rumeurs les plus folles courront sur les circonstances de la mort de Diana. Rumeurs en partie alimentées par le père de son compagnon, le milliardaire Mohamed Al-Fayed. Aujourd'hui, Scotland Yard reconnaît, mais uniquement dans un communiqué, qu'une nouvelle piste est étudiée, celle d'une allégation selon laquelle la princesse aurait été assassinée par un membre des forces spéciales britanniques. Selon la chaîne Sky News, ces nouveaux éléments incluraient des références au journal intime de la princesse. Cela arrive à chaque anniversaire de la mort de Diana, princesse de Galles. Je crois que la police a réalisé une enquête approfondie, les Français ont réalisé une enquête approfondie et les deux parties sont arrivées à la même conclusion. Je ne crois pas que quiconque puisse douter de ces conclusions. Une enquête baptisée Opération Paget sera néanmoins chargée d'analyser toutes les théories du complot ayant émergé après l'accident sous le pont de l'Alma. Paget a aussi conclu que les théories étaient sans fondement, que l'accident était dû à la conduite imprudente du chauffeur Henry Paul qui avait trop bu et roulé trop vite. Diana est morte à l'âge de 36 ans. 17 ans après sa fin tragique, elle continue de faire parler d'elle. Un dimanche en Égypte, un dimanche plutôt calme jusqu'à présent, mais l'inquiétude de la communauté internationale est vive. L'Union européenne appelle au dialogue et à la fin de la violence. Quant aux Nations Unies, elle dénonce, je cite, un usage excessif de la force. Philippe Antoine. À première vue, on pourrait presque croire qu'en ce dimanche matin, premier jour de la semaine pour les Égyptiens, la vie normale a repris son cours avec un trafic revenu à la normale dans les rues de la capitale, la reprise des transports publics et le retour au travail. Mais il y a les stigmates des violences de ces derniers jours, et notamment la prise d'assaut de cette mosquée que beaucoup d'Égyptiens ont du mal à comprendre. Ce que font les frères musulmans est mal. Ils ont tout détruit. Ils s'en sont même pris à cette mosquée qui appartient à Dieu. Ce n'est pas juste de traiter les maisons de Dieu de cette manière. Ce n'est pas quelque chose qui peut vous satisfaire. Nous sommes tous musulmans, nous croyons en Dieu. Ce qui arrive n'est pas naturel. Je ne comprends pas ces gens qui veulent se sacrifier pour un projet islamique. Je ne comprends pas ce projet islamique. Sommes-nous des athées alors qu'eux sont des musulmans? L'incompréhension reste grande entre les deux camps et la tension est toujours très perceptible. À chaque point stratégique de la capitale, les militaires ont choisi de bien montrer leur présence, notamment devant la Cour suprême. Il faut dire que les islamistes ont appelé à de nouvelles manifestations ce dimanche, après la prière, en milieu d'après-midi. La communauté internationale, pour sa part, observe avec crainte et condamne de manière générale l'usage excessif de la force. Après les Nations Unies, c'est aujourd'hui l'Union européenne qui réclame la reprise du dialogue politique et le retour d'un processus démocratique. L'Union européenne, avec ses États membres, va réexaminer urgemment dans les jours qui viennent ses relations avec l'Égypte et prendre des mesures visant à atteindre ses buts. Hier, le nouveau pouvoir égyptien a assuré que les membres des Frères musulmans avaient leur place dans la transition. Et ce dimanche, le vice-premier ministre devrait proposer au gouvernement un plan destiné à mettre fin aux violences et à la levée de l'état d'urgence. L'Égypte et son tourisme qui en prend bien sûr un coup. Le pays n'avait pas besoin de ça car les touristes fuient les sites touristiques depuis plusieurs mois, depuis que le climat s'est dégradé là-bas. Avec François Mazur, nous faisons tout de suite le point sur cette question. Ces images d'un tourisme abondant en Égypte font partie du passé. L'Europe, dans une quasi-unanimité, a déconseillé les départs. Certains pays ont même rapatrié les touristes. Alors, dans certaines stations balnéaires, loin des affrontements du Caire, c'est un désastre financier. Les Scandinaves sont repatriés, tous repatriés, hier et aujourd'hui. Donc, les Belges doivent retourner, les Néerlandais doivent retourner. Donc, on aura partout dans la mer Rouge des hôtels vides, partout. Et vous ne comprenez pas alors cette situation où le gouvernement impose de rentrer ? Non, on doit respecter le gouvernement, mais je ne comprends pas. Le Caire est loin d'ici. D'ici jusqu'au Caire de la Belgique, c'est comme de Bruxelles jusqu'à presque à Lyon, ou presque c'est 550 km. Donc ce qui se passe ici, il ne se passe rien ici. Si tout est calme.
Alors si à 600 km du Caire, les touristes ont déserté, imaginez-vous ici, dans la capitale, berceau de la civilisation égyptienne. Il n'y a plus le moindre touriste, et c'est l'économie égyptienne dans son ensemble qui vacille. L'économie a déjà traversé 2 années et demie très douloureuses, donc cela va continuer et bien entendu le tourisme va être touché pour une très longue période. La plupart des touristes prennent des formules inclusifs, donc ils ne doivent même pas sortir de l'hôtel pour aller au restaurant. C'est dur pour nous, mais on ne veut pas que les touristes viennent à contre-cœur. En 2010, année record, l'Égypte comptait 15 millions de touristes, aujourd'hui volatilisés. Une catastrophe lorsqu'on sait que le tourisme compte pour 10% du produit intérieur brut en Égypte. La Corse, par contre, est toujours très appréciée des touristes, mais pour une Belge en vacances sur l'île de Beauté, le séjour a mal tourné. Une dame de 36 ans a été victime d'un accident mortel. Elle se promenait avec son conjoint le long des falaises quand elle a glissé. Alors d'après le journal local, son époux voulait la photographier, mais un insecte est venu la perturber. Déséquilibrée, cette femme a fait une chute fatale. Il est 13h11. Dans un instant, nous partirons dans un lieu insolite, l'hippodrome de Groenendael. Il n'accueille plus de courses de chevaux, mais la loge royale d'époque vaut le détour. Ils bondissent d'un immeuble à l'autre, rencontre avec ces Yamakasi belges, des sportifs de l'extrême. Et puis, Grand Prix de Belgique de motocross à Bastogne, André Malherbe, légende vivante de la discipline, nous parlera de cet événement. Je vous propose de faire tout d'abord un petit crochet par la foire du Midi. Profitons-en, c'est le dernier jour, souvent le plus fréquenté, mais la pluie tombe mal ce dimanche. La météo, c'est un facteur important, bien sûr, pour cet événement en extérieur. Alors, quel est le bilan cette année? Nous rejoignons Alexandre Mithéa sur la plus importante fête foraine du pays. Mais plaît-elle toujours autant cette foire, Alexandre? Oui, Ophélie, on tourne toujours autour d'1,5 million de visiteurs, tout de même 130 forains ici à la foire de Midi. C'est, vous le disiez, c'est un grand événement, en tout cas de l'été à Bruxelles. Alors pendant 5 semaines, on a pêché des canards, on a mangé des croustillons, des moules et des frites. Et pour une bonne digestion, rien de tel qu'une attraction qui vous retourne la tête en bas. Alors vous voyez derrière moi, la foire est en train de se réveiller tout doucement. Les attractions n'ouvriront qu'à partir de 14h pour la dernière fois cette année. Mais regardez, on peut déjà se restaurer avec les frites de Monsieur Decorte. Monsieur Decorte, un bon bilan pour la foire du Midi 2013, même si elle a commencé un peu trop chaudement. Oui, on peut dire que le bilan final est quand même bon. Ça a commencé le mois de juillet, on a eu la canicule, il a fait un peu trop chaud. Mais bon, au mois d'août, on a tout rattrapé ce qu'on avait perdu, donc dans l'ensemble, c'est vraiment une bonne foire. On peut dire que la journée d'hier était une belle journée pour vous, hein? Tout à fait. Hier, il y a eu un succès. C'était les journées à tarif réduit. Et hier et aujourd'hui, il y a eu énormément de monde. Et aujourd'hui, on attend beaucoup de monde. Bon, on espère que le temps sera meilleur cet après-midi. C'est ce qu'ils nous ont dit, du moins. Alors, la plupart des forains sont contents de cette foire 2013, mais pas tous. Non, pas tous. On va dire il y a 10% des forains, tous les métiers, les jeux, eux, ils ont un peu plus souffert que les autres attractions et eux, ils ont fait un peu moins. Ils ont fait pourquoi? Parce que je pense que les clients sélectionnent un peu plus. Les jeux, c'est pas primordial, quoi. Manger, les grandes attractions, les métiers enfantins, tout ça a bien marché. Mais les jeux, tout ce qui est jeux, ils ont fait un peu moins. Mais bon, c'est pas encore alarmant et on ne doit pas paniquer, mais c'est un peu la conjoncture qui fait que les gens font plus attention maintenant qu'avant, quoi. Super, merci Monsieur Decorte. Ophélie, c'est donc reparti pour une journée de tir à la carabine, de barbe à papa, de frites, pourquoi pas, et de grandes roues. Toute la famille des forains vous attend en famille jusqu'à 1h du matin et avec un peu de chance, le soleil devrait revenir dans 1 heure ou 2, on l'espère en tout cas. Merci Alexandre. Et après avoir dégusté ces quelques frites avec vous sur la foire, pourquoi ne pas goûter au chocolat? Autre spécialité bien de chez nous. Près de la Grand Place de Bruxelles, par exemple, les touristes des 4 coins du monde font leurs provisions gourmandes. Anne Godernion a poussé la porte de quelques magasins. Il y a chocolat belge et chocolat belge. C'est la nouveauté du moment. Des esquimaux au chocolat belge. Dans son atelier bruxellois, cet artisan travaille le chocolat comme on fait de la cuisine. Sur sa table de travail, amandes, pistaches et gingembre. Avec comme base des fèves de cacao qui viennent du Venezuela ou encore de Madagascar, Laurent propose du chocolat belge. Donc on a grandi avec les chicons, avec la crique,
avec les cerises du Nord. Enfin, on a un autre goût déjà que nos voisins. Et c'est ça, à mon avis, qu'on doit vraiment avancer pour prétendre à une expertise belge ou à un goût belge. C'est vraiment notre culture culinaire. Des notes de poivre, des figues. Le chocolat belge, c'est une vaste palette de goûts. Ce sont aussi des chiffres impressionnants. 2 milliards d'euros d'exportation en 2011, de l'emploi pour plus de 6 000 personnes et près de 270 entreprises actives dans le secteur. Alors forcément, tout n'est pas de la même qualité, d'autant que l'appellation chocolat belge n'est pas contrôlée. Là, je viens de prendre au hasard une boîte de chocolat belge fabriquée en Belgique qui contiennent, c'est pas mortel, mais qui contiennent de l'huile de palme par exemple, au lieu de ne contenir que des matières grasses végétales issues du cacao. Donc effectivement, dans ce cas-là, belge ne veut pas forcément dire bon, ou en tout cas ne veut pas forcément dire traitement haut de gamme du produit. Aujourd'hui, de nombreux chocolatiers voudraient d'ailleurs que l'Europe impose des normes relatives à l'utilisation des huiles végétales. Et pour l'instant, rien de précis. En attendant, pour les touristes, le chocolat belge, c'est vraiment le top. What do you think? It's marvelous. C'est très bien, il est le meilleur chocolat du monde. Le chocolat belge, une image de marque, un savoir-faire, où la qualité devrait logiquement l'emporter sur la quantité. Et pas mal non plus, chez nous, certains lieux tout à fait insolites à découvrir. Et ce dimanche, nous nous arrêtons à l'hippodrome de Groenendael, au cœur de la forêt de Soignes. Il n'en reste plus grand-chose, il faut le reconnaître. Mais un bâtiment royal vaut le détour. Samy Osni nous le fait visiter. C'est une clairière immense, au cœur de la forêt de Soignes. Avec au bout, un bâtiment isolé, majestueux. Quelques détails sur les murs, un blason et le lion de Belgique. Voici la loge royale. C'est tout ce qui reste du plus bel hippodrome du pays, celui de Groenendael, inauguré par Léopold II en 1887, qui venait ici en train, puisque l'hippodrome était relié à l'époque à une bretelle ferroviaire. Difficile d'y croire, ici se pressaient des milliers de personnes pour assister aux courses. Le jockey Claude de Haas en a gagné plusieurs à Groenendael. C'est la première fois qu'il revient ici depuis 20 ans. Ça vous fait quoi en fait de revenir ici et de voir les choses dans cet état-là ? Un peu de tristesse? Un peu de nostalgie parce que c'était quand même un super champ de course. Ça c'est le tournant du fond. Donc ça c'était tout le continu, la piste qui faisait tout le tour. Elle faisait 2000 mètres. Je crois qu'il n'y en a aucune en Europe qui fait 2000 mètres de pourtour. Années 90, les courses deviennent moins populaires. La société gestionnaire du site fait faillite. La tribune est détruite il y a 2 ans. Elle avait coûté 25 millions d'euros en 1985. Aujourd'hui, c'est la région flamande qui est propriétaire du site. 45 hectares à reclasser. La nature reprendra donc ses droits. Quant à la loge royale, elle ne sera pas démolie. On a déjà un architecte qui a commencé à faire des dessins pour la restauration du loge royal. Donc on va la restaurer dans l'état plus ou moins originel. Ce n'est pas un bâtiment classé, mais c'est quand même un témoin de l'époque avec une certaine grandeur. La page flamboyante des courses est définitivement tournée pour le grand plaisir des promeneurs. Et ce qui suit n'est pas de la promenade, cela relève plutôt de la cascade. Alors si je vous dis Yamakasi, ce titre de film vous met peut-être sur la voie de ce sport extrême pratiqué chez nous aussi. Fiona Collien a assisté à un rassemblement de Yamakasi à Montigny-le-Tilleul, donc près de Charleroi. À première vue, ils sont complètement fous. Ces jeunes hommes sautent d'un échafaudage à l'autre sans protection. Mais cette discipline a un nom, le parcours. Elle consiste à franchir des obstacles urbains par le biais d'acrobatie. Ça c'est génial, ça fait partie du parcours et c'est ce que j'aime faire. Vous le faites surtout en ville, c'est le plus sympa? Oui voilà, c'est exactement ça, surtout en ville, mais c'est vrai que c'est super bien d'aménager ça pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? La sensation de maîtriser son corps surtout, de pouvoir faire ce que je veux avec mon corps. Une incroyable sensation de liberté, voilà ce qui plaît dans le parcours. Il n'y a pas de règles, pas d'arbitre, pas de compétition. C'est chouette, ils apprennent des mouvements qui ne sont pas spécialement codifiés, contrairement à la gym, où là ils étaient obligés d'avoir les pointes de pied mises d'une telle manière, un collant qui tient bien au corps, etc. Ben nous, justement, on a des vêtements un peu plus urbains, des pantalons larges, les acrobaties ne sont pas spécialement aussi forts, codifiés en tout cas.
Aujourd'hui, ils s'entraînent, mais d'habitude, leur terrain de jeu est bien plus vaste. Voici à quoi ressemble le parcours dans son élément naturel, la ville. Comme des Yamakasi, chaque mur, chaque banc devient un obstacle à franchir. En fait, vous marchez dans la rue, vous vous contentez de marcher, point barre. Vous vous rendez là où vous devez vous rendre. Alors que si moi je dois me rendre quelque part, au final je vais tout le temps être en train de regarder à gauche, à droite, en l'air, en bas. Et je vais voir un truc là, je vais voir un truc là. Alors justement, quelle ville belge est la plus agréable pour sauter? Personnellement, moi j'adore Louvain-la-Neuve, parce qu'il y a vraiment des murs partout, je vois plein de possibilités de mouvement et je pourrais rester des semaines et ne jamais m'en lasser, donc voilà. Le danger, ils disent le dompter en connaissant leurs limites. Il existe une école à Montigny-le-Tilleul pour apprendre à son rythme, mais tous espèrent un jour être filmés en mouvement dans les plus belles villes du monde. Les infos sportives, une fois n'est pas coutume, nous parlons de motocross. Tout d'abord, Grand Prix de Belgique à Bastogne, à vivre sur l'RTBF sur la 2, avec un expert de choix pour commenter la course. André Malherbe, monstre sacré, triple champion du monde. Et Gérald Ouéry en profite pour évoquer avec lui l'évolution de cette discipline. Bastogne, pleine du sans souci un terrain militaire sur lequel on a tracé au bulldozer une piste de Grand Prix, très différent du Grand Prix de Belgique à Namur ou à Marche-en-Famenne tel que l'a connu André Malherbe. Ça a beaucoup changé par rapport à mon époque. Auparavant, on se contentait d'essayer de trouver de jolies prairies avec de jolis dénivelés et on plantait des piquets pour créer et tracer un circuit dans cette prairie. Aujourd'hui, le sport a évolué, ça vient beaucoup des États-Unis, du cross en stade, avec des sauts artificiels, des doubles sauts, des triples sauts, des séries de bosses. Donc tout ça est créé avec des bulldozers et ça n'a plus grand-chose à voir avec les circuits qu'on a connus auparavant. Avec l'apparition il y a 20 ans de l'Italien Giuseppe Longo à la tête du championnat du monde, le motocross a évolué avec son temps. Difficile aujourd'hui d'éviter un panneau publicitaire. Les circuits sont bien préparés, il faut dire. Donc il y a moins de boue et il y a moins de poussière. Le marketing et tout ça devient de plus en plus important. Donc on doit comprendre que c'est important que les pilotes, quand c'est possible, restent propres pour les partenaires. Donc, et ça, ils gèrent très bien, je trouve. Le style de pilotage a changé par rapport à notre époque. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a énormément de sauts artificiels. Donc les pilotes sont très souvent en l'air et doivent adopter des nouvelles techniques de pilotage pour essayer de casser les sauts de manière à ne pas monter trop haut, mais à aller le plus loin possible pour perdre le moins de temps possible en l'air. Je trouve qu'il y aurait moyen d'avoir une meilleure solution de faire un circuit entre l'époque d'avant et l'époque de maintenant. Donc venir ajouter sur un circuit d'époque des sauts, des vagues, mais bien quoi. Donc je pense qu'il y a moyen de faire ça mieux. Et il semblerait que ce soit le leitmotiv des promoteurs pour les années à venir, un mélange de Namur et de Bastogne en quelque sorte. Et la première course a débuté il y a quelques petites minutes. Le grand favori, c'est Antonio Cairoli, champion du monde de la discipline. L'Italien qui vit en Belgique a remporté les 3 dernières éditions de la manche belge du championnat mondial. Mais on tiendra bien sûr à l'œil tous les Belges, dont Clément Desalle, que nous venons de voir dans le reportage. Championnat d'Europe de hockey. La Belgique accueille aussi cette prestigieuse compétition et notre équipe nationale messieurs a brillé d'entrée de jeu. Victoire 2-1 face à l'Allemagne sous les yeux du roi Philippe. C'est un exploit car les Allemands sont champions olympiques, européens aussi. C'est la meilleure nation mondiale et les quelques 8000 spectateurs présents ont assisté à du tout grand spectacle. Et puis en football, 4e journée de championnat en Pro League, la suite. Et les clubs ennuyés n'ont pas brillé. Charleroi s'est fait surprendre à domicile. Quant aux Montois, déjà mal en point, ils se sont enfoncés davantage. Thibaut Rinchon revient sur ces 2 rencontres. Mauvaise soirée wallonne hier, défaite pour Mons et Charleroi. Dragons et Zèbres tirent la tête, mais le constat est plus alarmant côté Montois. 1 point sur 12 et une prestation face à Zulte Waregem qui débute on ne peut plus mal. 2 minutes de jeu, penalty. Le but est signé Torgan Hazard. Mons est déjà en difficulté. Des Montois qui tentent plusieurs fois de réagir mais toujours pas de but, même scénario. En seconde période, les Dragons manquent cruellement d'efficacité, à l'image d'Arbitman. La tâche devient encore plus compliquée après l'exclusion de Le Postolec pour une 2e carte jaune.
tout profit pour Zulte Waregem qui plante le 2-0 en toute fin de match. À nouveau, Torgan Hazard à la conclusion, une défaite qui égratigne encore un peu plus la confiance déjà fragile des Montois. Si on commence à parler de crise, on va commencer à douter, alors que je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut prendre conscience, une prise de conscience générale que justement c'est trop peu pour pouvoir survivre dans ce championnat. Côté Carolo, moins de raisons de paniquer, mais hier soir face à Courtrai, la défaite était plus qu'évitable. Pour les Zèbres, une demi-heure de jeu, Courtrai prend les devants dans ce match. Précis, puissant, le coup franc de Chano fait mouche, 0-1 pour les Courtraisiens. Le match s'emballe et Charleroi ne met que 4 minutes à réagir. Petit bijou de David Paulet, un but partout, les Carolos reviennent dans le match. Mais euphorie de très courte durée, les Zèbres se déconcentrent dans la minute qui suit. Manque de marquage, 1-2 par Benito Raman, déconcentration fatale pour les hommes de Felice Mazou. Je suis fâché et je râle sur ce deuxième but. On fait tout pour revenir dans le match, on égalise et voilà, 30 secondes après on pense deuxième but. Ça c'est inacceptable dans le monde professionnel. En deuxième période, Charleroi aurait peut-être pu bénéficier d'un pénalty pour cette faute sur Thiaré, mais le score n'évolue plus, 4 points sur 12 pour Charleroi. La semaine prochaine, déplacement à Anderlecht, Mons recevra le Standard. La météo, comme prévu, la pluie a fait son retour surtout sur l'est du pays, mais ailleurs cet après-midi on aura un temps plus sec avec un vent assez présent. Dans l'ensemble, les températures sont comprises entre 17 et 22 degrés. Voilà, vous savez tout sur l'actualité à la mi-journée. Je vous retrouverai ce soir à 19h30 pour une nouvelle édition du journal télévisé. D'ici là, excellent après-midi.